Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Heureuse et agréable année à tous. Merci de suivre ce premier numéro de l'année de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Une semaine particulière qui a fait le pont entre les 2 années marquées par le traditionnel discours à la nation du président de la République à ses concitoyens sur fond de perspectives pour les mois à venir. On en parle. Les autres leaders politiques, notamment de l'opposition, ont également adressé leurs vœux à leurs militants et à la Côte d'Ivoire. Nous passerons en revue ces vœux. Et en fin d'émission, nous décrypterons la dernière sortie du procureur de la République, Ado Richard, qui annonce des risques de poursuites judiciaires contre toutes celles et ceux qui se sont rendus coupables d'actes de violence en marge de la présidentielle d'octobre 2020. Voilà pour les grandes lignes de ce 360. Avec moi en plateau, des inconditionnels, professeur Simplice Dion. Il est écrivain, enseignant de philosophie. Landry Couillot, il est juriste. Sylvain Nguessan, analyste, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan, docteur Sylvain Nguessan. Docteur Eddy Guipia, enseignant-chercheur à l'université Pélé-Forogon Coulibaly de Korogo. Arthur Banga, historien, analyste politique. Enfin, Ambroise Thietier, journaliste, éditorialiste. Bonsoir à vous, messieurs. Bonne année. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonne année à vous aussi. Alors, comme annoncé, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a prononcé son traditionnel discours à la nation vendredi, veille du Nouvel An. Comme il est de coutume, plusieurs sujets ont été abordés, de la politique à l'économie en passant par la sécurité. Aussi, les projets et perspectives pour la nouvelle année 2022. Retour sur quelques aspects de cette adresse à la nation avant d'ouvrir le débat. C'est un sujet de Salif Yalekwe. Le vendredi 31 décembre dernier, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est adressé aux Ivoiriens à l'occasion du traditionnel vœu à la nation. Un discours où plusieurs sujets ont été abordés, de l'économie à la politique, en passant par les questions politiques, de gouvernance, entre autres. Au plan politique, Alassane Ouattara s'est félicité de la décrispation du climat sociopolitique avec l'implication de l'opposition ivoirienne. Depuis que vous m'avez accordé votre confiance, nous connaissons ensemble, année après année, des avancées importantes et des progrès indéniables dans notre pays. Le creuset de tous ces progrès, c'est la paix. Cette paix que nous a léguée le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, et que nous devons chérir comme notre bien le plus précieux. Cette paix, nous l'avons retrouvée avec bonheur, grâce aux efforts de chacune et de chacun de vous, ainsi que de toutes les forces vives de la nation ivoirienne. La paix et la stabilité ont été consolidées au cours de cette année 2021 avec la tenue des premières élections législatives inclusives dans notre pays depuis une vingtaine d'années. Je félicite tous les partis politiques pour leur participation à ces élections, qui ont abouti à la mise en place d'une Assemblée nationale plurielle avec l'ensemble de l'opposition significative. Je voudrais réaffirmer mon attachement au dialogue constructif qui contribue à l'apaisement du climat social. Concernant la sécurité du pays avec la menace terroriste, le chef suprême des armées rassure que les efforts continueront d'être déployés pour juguler ce mal. Quant aux infrastructures, 2022 verra la poursuite de plusieurs projets. Nous continuerons d'investir dans les infrastructures pour améliorer la fluidité du trafic dans le Grand Abidjan, désenclaver les zones rurales, relier toutes les capitales régionales et rendre accessibles tous les chefs-lieux de départements de notre pays par des voies bitumées. Je me réjouis que les projets structurants, tels que le 4e pont Yopougon Plateau, le pont de Cocody et l'échangeur de l'Indénié, seront achevés en fin d'année 2022. Au cours de l'année 2022, nous poursuivrons l'extension de l'autoroute du Nord jusqu'à Bouaké, la réhabilitation de la côtière Abidjan-San Pedro, ainsi que les travaux
pour le lancement de la construction de 8 nouveaux échangeurs à Abidjan. Au niveau du secteur de l'énergie, les difficultés que nous avons connues au premier semestre de 2021 sont derrière nous. Notre objectif est d'électrifier toutes les localités du pays avant la fin 2025. En outre, je voudrais souligner qu'environ 205 000 ménages ont bénéficié cette année du programme Électricité pour tous, portant ainsi le nombre total des bénéficiaires à environ 1 230 000 ménages. La lutte contre la corruption demeure l'une des priorités du président de la République. À cet effet, il annonce l'instauration d'un prix. Nous devons bâtir une conscience nationale imprégnée des valeurs d'intégrité, d'équité et d'un sens élevé de la responsabilité dans la conduite des affaires publiques. C'est dans ce cadre que j'ai décidé d'instaurer à partir de 2022 un prix portant sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Ce prix favorisera l'éclosion de cette conscience nationale qui prône le respect des deniers publics, la recherche de l'excellence et qui place l'intérêt de la nation au-dessus de tout. Cela doit se traduire par un véritable changement de mentalité et de comportement. Par ailleurs, le chef de l'État a rappelé à ses concitoyens que la question de la Covid-19 demeure d'actualité, invitant les populations à la vaccination. Alors, monsieur, principal temps fort de cette adresse à la nation du président de la République, il a mis un accent particulier sur la paix. Il dira même une phrase un peu choc, la paix est le creuset de tous les progrès. Professeur Dion, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais ce que ça m'inspire, c'est que le président de la République est en train de nous dire pourquoi nous sommes ensemble, pourquoi nous sommes dans un État, pourquoi nous mettons un gouvernement en place, pourquoi nous recherchons notre bien-être. C'est la paix. Il n'y a pas d'autre fin que cela. Toutes les politiques que vous menez, si ces politiques ne conduisent pas à la paix civile ou ne se fondent pas sur la paix civile, c'est voué à l'échec. Parce que ce que nous recherchons, c'est de vivre dans un environnement de paix. Mais dans cet environnement, si les gens ne se sentent pas en sécurité, si les gens n'ont pas le sentiment de se nourrir, de satisfaire les besoins les plus primaires, physiologiques, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire qu'ils sont heureux. On ne peut pas dire qu'il y a un mieux-être. Donc, il fait bien de rappeler à l'entame de son discours que tout mon projet politique, comme tout projet politique d'ailleurs, vise un environnement de paix, ce qui implique une politique de justice, d'équité et une bonne gouvernance. Donc, le départ du discours, moi, me rassure déjà parce que le président de la République dit ce pourquoi il fait la politique et il mène une politique. Docteur Sylvain Nguessan, vous partagez cet avis de professeur Dion? Je partage cet avis, mais moi j'ai interprété autrement l'intervention du président de la République. Dites-nous. Nous avons connu des progrès indéniables. Ça va de la vie de chacun de nous depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des progrès. On peut discuter de cela. Mais il a dit le creuset de tout cela, c'est la paix. Moi je vois plutôt la paix comme étant la condition de la réalisation de ces progrès indéniables. À partir de ce moment-là, je m'attendais un peu plus, peut-être qu'on aura l'occasion, comment consolider cette paix-là, de sorte à ce que c'est du labeur puisse profiter à chaque Ivoirien. Donc je l'attendais un peu plus sur la suite de sa rencontre politique avec M. Laurent Gbagbo concernant les prisonniers politiques, les militaires, etc., etc. Malheureusement, dès lors que le président sort de cette phrase, le creuset de tout cela, c'est la paix. Il passe à autre chose, un bilan purement économique, avant de se projeter sur ces 3 priorités de 2022 d'ailleurs. On aura l'occasion de revenir dessus. La transformation de l'économie, toujours économie. L'emploi des jeunes et des femmes par le soutien du FAPSI, toujours économie, avant d'en arriver au 3e pilier, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. J'attendais un peu qu'il cite les éléments qu'il faudra mettre en œuvre en 2022 pour consolider cette paix, de sorte que ce creuset-là puisse demeurer. Malheureusement, je n'ai pas vu ça. D'accord, je prends un peu vos premiers avis avant d'aller dans le fond du sujet. Docteur Eddy Guipier. Oui, avis, on va dire, assez mitigé.
Le discours du chef de l'État, c'est un des discours solennels, n'est-ce pas, un des temps solennels, une sorte de pratique constitutionnelle et institutionnelle où le chef d'État fait le bilan de son action et se projette. Il a 3 temps. Le premier temps, c'est le 31 décembre. Le deuxième, c'est le 1er mai, où il fait le point avec les travailleurs, n'est-ce pas, les forces laborieuses de la nation. Et le troisième, c'est le 6 août, où vraiment il parle à l'ensemble de la nation. C'est cela. Alors, bien entendu, nous avons vu quelque part aussi, on n'en parle pas, que l'espace médiatique est très disputé. Puisque plusieurs leaders s'expriment en même temps que l'année dernière, les choses se présentaient autrement. Moi, je pense que j'ai bien aimé votre thème paix, parce que moi, je pense qu'il s'impose en pacificateur. Il est très soulagé de son action. Il se félicite, on va dire, de la pacification de la vie politique, de la stabilité, même si d'aucuns pourraient dire qu'elle est apparente, du satisfait aussi concernant les législatives, inclusives, il a dit, qui ont associé plusieurs partis et non des moindres, n'est-ce pas ? La situation militaire, globalement maîtrisée, et puis la question des infrastructures aussi avec beaucoup de travaux. De l'autre côté aussi, au-delà de ces chiffres euphoriques, ou du moins assez intéressants, 6% et demi de croissance malgré la pandémie, ou du moins la Covid, on a aussi des questions qui se posent avec acuité, qui ne sont pas forcément résorbées, malgré son ultra-optimisme. On a la question du social, n'est-ce pas, de la cherté de la vie, de l'augmentation des prix des matières premières, de l'augmentation, du prix de certains matériaux pour soi-disant financer les logements sociaux. On attend de comprendre encore la logique. La vie politique aussi, avec la question du cadre ou de l'identité même, n'est-ce pas, comment dirais-je, du dialogue politique. On semble tâtonner, même si tous les acteurs sont quand même d'avis de participer à ce dialogue politique-là. Et puis, on en avait parlé sur ce plateau, la question de la dilapidation des deniers publics, n'est-ce pas, avec les différents directeurs qui sont, bien sûr, même si la présomption d'innocence existe, qui sont cités, soupçonnés. On attend de voir une clarification, n'est-ce pas, parce que le peuple souffre d'une partie et puis d'autres dilapident de l'autre. Et puis, bon, bien entendu, il en a parlé, la question de la décentralisation qui, à mon avis, souffre un peu. Donc, voilà un peu ce bilan un peu contrasté ou mitigé que je pourrais faire de ce discours. Très bien. Ambroise ? Ok. Il a dressé un tableau synoptique de son bilan, sa mandature. Et j'ai pu dire que je partage son optimisme. Je partage son optimisme dans la mesure où on voit tout ce qui a été fait. Il a mis le curseur particulièrement sur les infrastructures. Il y a 8 échangeurs qui restent à faire. Il y a des ponts qui sont construits, il y a d'autres qui sont en construction. Tout ça, je crois que c'est rassurant. Et puis, du côté de la paix, je crois qu'il a fait le nécessaire. Il a libéré, en 2018, des prisonniers en lien, dont Mme Simone Gbagbo avec la crise post-électorale de 2010. Tout ça, c'est des actions qu'il faut relever et qui sont positives. Et moi, je crois que son bilan parle pour lui, comme on dit. Son bilan parle pour lui. Il en a dressé les grandes lignes et il n'entend pas s'arrêter là. Et ce qui me plaît le plus, c'est que non seulement il fait un bilan des infrastructures, mais aussi il a à cœur de construire un Ivoirien nouveau. Ça veut dire qu'il veut s'attaquer à la superstructure, changer la mentalité des Ivoiriens, en faire des nouveaux hommes qui ont plus à cœur de construire un pays ensemble, de rester ensemble, de construire. Ça se base sur des valeurs telles que la fraternité, le partage, le vivre ensemble. Je crois qu'il est dans cette logique-là. Il n'y a pas à dire, je crois qu'il est sur la bonne voie pour moi. Voilà. Quoi que certains puissent dire, c'est qu'il y a de bonne guerre d'ailleurs. Landry Couillot ? Déjà, je tiens à dire quelque chose de précis. Dites-nous. Le président de la République ne s'est pas étalé dans une autosatisfaction. Les termes qu'il a utilisés, que nous avons tous entendus, sont ceux-ci. Il dit « je félicite l'ensemble de l'opposition ». Il n'a pas fait de... L'ensemble de la classe politique. La classe politique. Il n'a pas fait de cette entame de son discours-là, qui porte sur la question de la paix, une sorte de triomphe personnel, mais plutôt une victoire collective. Ça, c'est clair et c'est sans ambiguïté. Et pourquoi il le fait? C'est parce qu'on a en face de nous quelqu'un de lucide. Il sait que tout seul, il ne peut permettre à ce pays-là d'avoir la stabilité, la paix dont il a nécessairement besoin pour pouvoir continuer et achever son programme. Quand bien même toute la vie lui sera donnée, il sera difficile de pouvoir achever parce que l'œuvre humaine est imparfaite. Sauf qu'on ne peut pas dire du président de la République qu'il est dans une autosatisfaction parce que ce n'est pas le cas. Il est plutôt un homme lucide, un chef d'État, un président de la République qui comprend que même s'il a en face de lui des adversaires politiques, ce sont des frères, ce sont que des adversaires, non pas des ennemis, avec qui il faut pouvoir composer, avec qui il faut pouvoir dialoguer.
Et il a précisé la question du dialogue politique. Il veut un dialogue constructif. Un dialogue constructif dans le sens où on attend des uns et des autres qu'ils apportent en termes de qualité, d'intelligence et d'énergie ce dont la Côte d'Ivoire a besoin pour pouvoir rassurer les Ivoiriens en interne, mais aussi la communauté internationale. Pour ce qui est du reste, bien sûr, le président Alassane Ouattara a un profil économique. Par voie de conséquence, il travaille à ce que tous les pendants de son programme soient rassurés. Lorsqu'il parle de la transformation de la Côte d'Ivoire d'un point de vue économique, d'un point de vue structurel et infrastructurel, c'est fondamental. Pourquoi il le fait? Parce qu'en réalité, avec la paix et la transformation de l'économie, on peut avoir une incidence qualitative sur le social et donc permettre à des Ivoiriens de vivre mieux dans leur propre pays et avoir un sentiment d'appartenance qui nous manque depuis des années. Mais, je le précise, avant d'entrer dans le fond du sujet, c'est qu'on a eu un grand discours d'un président de la République qui assume son mandat et qui est loin d'être un pacificateur, est plutôt un homme qui est à la recherche d'une stabilité constructive et inclusive. Très bien. Arthur? D'abord, bonne année à tous nos téléspectateurs et internautes. Et pour revenir au discours du président, je vais dire ça fait depuis août 2018, moi je retrouve là le président de la République dans le sens au-dessus de la mêlée. Et comme l'a signifié un peu Landry, dans un sens très collectif. Je pense qu'on a un discours très apaisé qui, moi, dès ses premières minutes, m'a séduit. Parce qu'on a là, même si je n'aime pas cette expression, elle m'énerve complètement. Quelle est cette expression? Le père de la nation qui me gêne, mais on a quand même quelqu'un qui a su rassembler. Père de la nation en faisant allusion à Félix Houphouët-Boigny? Tous les hommes d'État, je pense qu'il faut arrêter avec ces formules. Voilà. C'est votre point de vue. Voilà. Donc, mais on a eu un président de la République, vraiment dans la stature de président de la République, au-dessus de la mêlée et qui a su être participatif, qui a su ouvrir dès l'entrée de son discours en félicitant ses adversaires politiques qui sont après tout des Ivoiriens. Ça, c'était très intéressant de le voir. Ensuite, on a eu... il a compris, j'ai l'impression, quand il analyse lui-même sa décennie au pouvoir, que c'est le plus de son bilan, quelque part, pacifié, rassemblé autour de soi, en mettant en évidence les législatives en précisant que ça n'existe plus depuis plus de 20 ans. Effectivement, depuis 1995, on n'avait pas eu de législative aussi inclusive. Après, il est revenu sur ses forces classiques qui sont plutôt économiques, disons plutôt macroéconomiques, et en termes d'infrastructure, ça c'est, je pense que ce qu'on va retenir en premier des 10 ou 15 ans, des 15 ans au moins de règne d'Alassane Ouattara. Et puis, il a compris, je trouve là qu'il y a de la lucidité. Parce que même si les termes sont des termes plutôt d'espoir, il ressent quand même que sur certaines questions, notamment l'éducation, notamment le social, notamment la gouvernance, notamment la lutte contre la corruption, sur tous ces termes-là, par l'allure qu'il prend, par la formule qu'il prend, on comprend qui fait l'analyse, c'est dit voici les faiblesses, voici ce sur quoi je dois travailler pour les prochaines années. Après, le seul hic personnellement que j'ai trouvé, j'estime que les réformes de l'éducation ne sont pas aussi positives qu'il nous a dit. J'estime que les États généraux n'ont pas été aussi inclusifs que, par exemple, on n'a pas senti ces États généraux dont ils attendent les recommandations. Alors, je pense que les États généraux ne se sont pas encore tenus. Voilà. Si. Ah non, on a ouvert sur l'éducation. Non, il y a 6 mois de réflexion antérieure avant le grand rendez-vous de ces États généraux. Alors, dans votre développement tout à l'heure, Dr Sylvain Guessant a posé une question essentielle. Il dit comment consolider la paix? Je vous retourne la question. Bon, à mon avis, il faudra œuvrer à ce que 2025 ne trouve pas cette question de prisonniers politiques. De cette question de prisonniers politiques, prisonniers militaires. Il faudra œuvrer. Alors, sur la terminologie, quand on est dans l'opposition, on évoque la question des prisonniers politiques. Quand on est au pouvoir, on estime qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Hein. Ça, je le dis d'entrée de jeu. Il faudra œuvrer quand même à ce que ceux qui sont retrouvés en prison à la faveur de la crise post-électorale de 2011, que cette question-là soit vraiment au passé. Ce serait quand même souhaitable que cette question-là, on en finisse à 2024. Alors, justement, et qu'en 2025, on passe à autre chose. Vous me permettez d'évoquer un autre passage du discours à la nation du président de la République. Il a évoqué évidemment les 2000 et quelques prisonniers qui seront libérés. Il a dit excepté ceux qui se sont rendus coupables de crimes de sang. Oui. Je pense que cette précision... Bien sûr, c'est dans la logique et la cohérence du président de la République qui n'a jamais changé sa formule. Il dit, pour ce qui est des crimes de sang, il ne peut pas passer la serpillière. C'est aussi simple que ça.
fidèle à lui-même et à sa pensée. Pour lui, c'est trop grave. Pour d'autres délits qui peuvent être commis, il n'y a pas de problème. On peut passer là-dessus. Mais pour ce qui est du sang des personnes versées, à ce moment-là, celles qui sont jugées, poursuivies, jugées et convaincues de culpabilité devront faire face à cela. Peut-être que sa pensée va évoluer entre-temps. Mais pour l'heure, Ouattara est fidèle à lui-même. D'accord. Sylvain Guessant, je reviens à vous, allez-y. Il n'y a pas de souci. Pour une administration qui veut se moderniser, on ne peut pas passer par perte et profit. Ceux qui ont commis des crimes devraient être jugés. Mais là où ça nous laisse une autre fin, c'est que depuis 2011 jusque-là, les enquêtes n'ont visé qu'un camp. Ceux qui ont commis les crimes de sang sont connus seulement comme appartenant à un seul camp. Nous autres, ça nous attriste. Il aurait fallu quand même, la justice a eu tout le temps de mettre en place les mécanismes de régulation des conflits communautaires pour voir un peu de 2002 à 2011 où est-ce que le sang a pu couler, qui sont ceux qui en ont été coupables, comment les arrêter, comment les amener à purger leur peine. Malheureusement, jusqu'en 2022, c'est-à-dire 11 années après la crise post-électorale, ce n'est pas le cas. Nous autres, ça nous attriste. Si vous permettez, oui, allez-y. C'est juste dire que si on considère que de 2011 à 2022, inclusivement parlant, on a la question de la crise électorale de 2020 et qu'on a un rapport de l'enquête menée après 6 mois et qui prend en compte tous les faits qui se sont accomplis de manière malheureuse sur plusieurs localités de la Côte d'Ivoire, il faut comprendre que ça ne concerne pas qu'un seul camp. Ces personnes qui feront l'objet de poursuites ou celles qui sont sous contrôle judiciaire ou celles qui sont encore en prison sont de tous les camps. Ah bon? Vous pouvez faire le bilan de ceux qui ont été arrêtés dans l'autre camp de 2002 à 2011. Justement, non, je vous dis de 2011 à 2022. Non, monsieur, c'est pas un débat entre vous deux. Hein. On va progresser dans les débats. Oui. Arthur Banga, allez-y. Moi, je reviens sur ce concept. Hein. La paix, tous ceux qui font l'irinologie, c'est-à-dire la science qui étudie la paix, reviennent sur ça, sur la paix positive et la paix négative. Il faut qu'on arrive à une paix positive. Une paix positive, c'est une paix dans laquelle tout le monde se sent content, productif, parce que, il y a de la justice, parce qu'il y a de l'équité, parce qu'il y a de la liberté d'expression et parce qu'il y a des succès économiques. Sinon, on a une paix négative, une paix apparente qui n'en est pas une. Pour revenir sur la question des prisonniers, il y a un sentiment, il peut être justifié ou pas, mais il y a clairement un sentiment que tous ceux qu'on condamne en Côte d'Ivoire sont d'un camp. Ça, et ça, depuis 2011. Depuis 2011, il y a des zones. Aujourd'hui, ça fait même objet de chantage ou de messages politiques. Quand vous entendez Laurent Gbagbo parler de Dieuko et J'irai les voir, c'est parce que justement, il sait qu'il y a quelque chose sur lequel il peut surfer en termes de justice, de vainqueur ou de vaincu sur ces zones-là. Donc, clairement, soit, et moi je suis pour ça, hein, soit on fait de la justice, on la fait totalement, et après la justice, on pardonne. Voilà, parce qu'on ne peut pas passer par perte au profit. Mais maintenant, quand on a eu une guerre, d'ailleurs, et qu'après, tout le monde dit aujourd'hui, et les constats sont là, vous avez sorti la liste de tous les prisonniers depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, on a toujours l'impression, je peux me tromper, mais à 80% des cas, je laisse toujours les 20%, il y a ce sentiment qui existe. Et ça casse la confiance que les gens ont dans les institutions. Donc pour moi, le chemin de la justice, avant le pardon, il est bien, mais il faut que cette justice soit large et qu'après, le président de la République, à n'importe quel moment, il peut faire de la grâce, le Parlement peut adopter une loi d'amnistie, puisqu'on peut penser qu'après 2011, ça fait quoi? 2025, ça fera 14-15 ans, qu'il est peut-être le temps de pardonner, mais ce pardon doit passer par la justice, et que cette justice soit ouverte à tous. Alors, on parlera de justice, évidemment, en fin d'émission avec le procureur de la République, qui d'ailleurs a fait une sortie pour évoquer des risques de poursuite contre certains leaders de l'opposition. Certains partis politiques de l'opposition ont vite fait d'y voir un sabotage du dialogue politique en cours. On y reviendra, bien sûr, messieurs, sur la question de la consolidation de la paix évoquée dans l'analyse de Dr Sylvain Guessant. Vous voulez réagir? Oui, je veux réagir pour dire tout simplement que, bon... La justice, comme ils l'ont souligné, depuis 2010 jusqu'en 2020, ceux qui sont en prison, c'est vrai, on a constaté que c'est de l'autre camp. Mais ça ne s'explique par un fait. Deux camps se sont opposés. Un sorti vainqueur. Donc vous ne voulez quand même pas que... Voilà, mais deux camps se sont opposés. Après, vous aurez la parole. On ne va pas nier les évidences. Deux camps se sont opposés en 2010. Un sorti vainqueur. Vous voulez que celui-là se retourne contre lui-même pour mettre ses éléments en prison? Voilà. La question est là. Eddie Guipier.
Bon, je pense qu'il faut abonder dans le même sens qu'Arthur. Nous qui travaillons sur les questions théoriques de la paix, en irinologie, comme il a dit tout à l'heure, nous travaillons sur la paix négative, qui est la paix par la crainte, la torpeur, une paix précaire, où le feu couvre sous la cendre. C'est l'impression que vous avez en Côte d'Ivoire, on est dans ce cas de figure-là? Pas forcément en 2022, mais en 2020-2021, c'était ce qu'on avait. Justement, une paix positive, une paix où on respecte les textes, n'est-ce pas, qu'on s'est librement fixé. Et puis une paix par la justice, une paix, Arthur l'avait déjà dit aussi sur ce plateau il y a quelque temps, la réforme du code électoral, la révision de la liste électorale. On a une sorte de torpeur électorale. Vous savez, le chef de l'État l'a lui-même dit, 2022 et voire peut-être même 2023 sont des années creuses politiquement, parce qu'il n'y a pas réellement d'enjeu. Chaque fois qu'il y a un parcours ou du moins une étape électorale à franchir, alors la torpeur revient, parce qu'on a peur, on ne sait pas où on va, on ne sait pas à quelle déclaration on mettra le feu, etc. Donc tout ça passe par le respect des textes, n'est-ce pas, qu'on doit se fixer, toiletter le code électoral, faire en sorte que les dispositions justement puissent être acceptées par tous. Et puis on a une belle image que vous nous renvoyez depuis le début, cette image de la rencontre entre les présidents Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Ils avaient promis se revoir, comme l'a dit docteur tout de suite. On attend justement qu'il y ait ces cadres formels-là où ils puissent se rencontrer pour donner beaucoup plus de confiance aux Ivoiriens. Attention, on ne veut plus de ces sourires, n'est-ce pas, qui sont suivis de coups de poignard dans le dos ou bien des sourires à des poignards dans le dos. Non, on veut vraiment une paix positive, une paix où on choisit librement d'adhérer à un jeu, qu'on ne change pas les règles du jeu, une paix dans le respect des textes, dans la justice sociale. Voilà un peu. Professeur Dion? Oui, mais abonder certainement dans le même sens qu'eux. La paix... Quoi qu'ils n'ont pas été d'accord sur bien de points. Détails, la paix n'est pas l'absence de guerre. C'est ce qui est en train d'être dit. Donc il ne faut pas définir la paix négativement. Ça existe pourtant. C'est parce qu'il n'y a pas de guerre qu'on est en paix. Non, la paix, ce n'est pas juste la tranquillité. Mais il y a aussi des... La paix, ça exige quelque chose de plus qu'on peut appeler la concorde. Or, pour qu'il y ait la concorde dans une société, qu'est-ce qu'il faut? Tous ces éléments qui ont été cités sont importants. L'état des droits et la justice, la bonne gouvernance, tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça que tout à l'heure, dans le discours du président, je dis, il a commencé avec le concept de paix, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a poursuivi, parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire la paix tout seul. Il dit, c'est pour ça que j'ai lancé un processus de dialogue. Et je souhaite que ce dialogue soit constructif, puisqu'il sait qu'il ne peut pas faire tout seul la paix. Il a besoin de toutes les forces vives de la nation. Et je crois peut-être que c'est pour ça que nous sommes dans la logique de ce dialogue. Bon, ça a commencé. Comment ça va se tenir et comment ça va évoluer et comment ça va finir, nous attendons de voir tout le modus operandi. C'est pour ça que tout à l'heure, le débat qu'on aura sur le communiqué du procureur, ça va nous interroger un peu parce qu'on a le sentiment qu'on a démarré avec quelque chose et il y a une déclaration qui semble venir dire « Attention, alors, quelle lecture nous en faisons ?» Tout à l'heure, on le verra, mais ce qu'il faut dire sur ce point précis, il y a la paix quand il y a la justice, quand il y a la justice sociale, quand il y a une répartition équitable des richesses, quand les gens se sentent en sécurité et quand les gens se sentent libres de penser ce qu'ils veulent et de dire ce qu'ils pensent. Oui, Landry? Ce que je tiens à dire, c'est qu'il ne faut pas aussi être dans le négationnisme, dans le sens où on n'a rien fait. Beaucoup a été fait. Parce que depuis 2016, 2017, voire 2018, point culminant, en termes de remise en liberté de bon nombre de nos concitoyens, de retour de beaucoup d'entre les Ivoiriens qui étaient à l'étranger, en exil, le président de la République a consenti. Et ma foi, il n'y avait personne qui l'obligeait à le faire. Personne, il n'y avait aucune pression politique en interne qui aurait soumis Alassane Ouattara à ça. Pourquoi il le fait? Parce qu'il a conscience, et je précise encore, il a conscience qu'il ne peut pas faire la paix tout seul et que pour le mandat ou l'ambition politique qu'il a pour la Côte d'Ivoire, il faut nécessairement permettre donc aux Ivoiriens de connaître ce dont on appelle cette fameuse paix positive. Ça, c'est un acquis. Et il faut continuer dans ce sens-là. Ça, c'est très bon à souligner. La seconde chose, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas aussi oublier que même lorsqu'on est dans une recherche d'une concorde, il est important qu'il y ait quand même des bornes. Et il y a des actes qui sont extrêmement graves.
Et ces actes-là, il faut pouvoir dire aux uns aux autres qu'il y a des limites à ne pas franchir. À partir d'un instant dans l'histoire d'une nation, d'un pays ou d'un État, il faut bien que l'on commence à pouvoir normaliser les choses. C'est bien que l'on veuille faire passer à perte et profit tout ce qui s'est passé pour la paix, mais il est important d'apporter un signal qui est fort. Alassane Ouattara, certes, a nécessairement besoin de pouvoir construire une unité, non pas autour de sa personne, mais autour de la Côte d'Ivoire, mais une Côte d'Ivoire nouvelle. Mais il est important aussi de fixer des bornes aux uns aux autres pour leur dire que désormais, ça ne peut pas se concevoir. Arthur ? Rapidement, pour le dernier point que je ne passerai pas avant d'évoquer rapidement notre sujet, mais personne ne dit que rien n'a été fait. La Côte d'Ivoire est un pays qui se construit et qui se construit depuis 1960 avec ses ombres et ses lumières. Et les lumières en termes de paix, en termes de grâce, je peux ramener au deuxième tome du livre écrit par Frédéric Gramel. Vous allez voir que sur les complots, par exemple, de 62, il y a eu tout ce jeu de paix, de liberté et de justice, jusqu'à ce que Houphouët lui-même vienne reconnaître. Donc, bien sûr, personne ne le nie. Personne ne dit que rien n'était fait avant. On est aujourd'hui à se poser la question de comment on approfondit cette paix. Et pour l'approfondir, il y a des choses à faire. Et quand vous parlez de normes, bien sûr qu'il y a des normes qu'il ne faut pas franchir. Bien sûr que dans un pays, il ne faut pas faire une rébellion. Bien sûr que dans un pays, il ne faut pas faire une crise post-électorale. Bien sûr que dans un pays, il ne faut pas tuer 3000 personnes. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit un seul camp qui soit jugé. Il ne faut pas que les normes s'appliquent à un seul camp. Quand il y a 3000 personnes, comme j'entends, les vainqueurs ont gagné, donc ils peuvent tuer, ça c'est une absurdité que je ne peux pas tolérer. Cette justice des vainqueurs, je ne l'accepte pas. Et je pense qu'elle est inacceptable. Et à partir du moment où on ne peut pas juger, je pense qu'aujourd'hui, 20 ans en 2025, il y a le temps aussi du pardon, de dire on a jugé, on a parlé. Il y a peut-être après 2011, on a passé des époques. En Afrique, on se retrouve toujours autour de ces valeurs et des valeurs africaines qui sont aussi des valeurs du pardon. Le pardon, c'est une valeur. Arthur, je vous pose une question cash. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'on doit passer par perte et profit tout ce qui s'est passé? Non. Et je ne le demande pas. Quel est votre point de vue? Mon point de vue il est clair. Il faut juger, puis pardonner. D'accord. Parce que la construction de notre pays a aussi besoin de pardon. Mais cette justice, elle doit être totale, elle doit être globale. Il ne faudrait pas que, si elle n'est pas totale, elle n'est pas globale, il y aura cette méfiance à la justice. Et il y aura ce rejet des institutions qui remet en retard notre pays. Voilà. Et comme on a passé du temps sans juger et qu'aujourd'hui, ça sera peut-être plus difficile, il est peut-être temps d'aller au pardon. Pardon pour tous ceux qui ont été inclus, parce que le pardon, ce sont aussi des valeurs africaines. Voilà. D'accord. Oui, Ambroise, rapidement, et on passe à autre chose. Il a parlé de justice des vainqueurs. Je trouve toujours que ça, c'est une aberration de parler de justice. Nulle part, les vaincus ne font de la justice. Quand on a fait un conflit, quand ça finit, c'est les vainqueurs qui font la justice. Donc, quand on parle de justice des vainqueurs, je trouve que c'est une aberration. C'est une aberration. Attends, non, laissez-le terminer, je vous donne la parole après. Voilà, ça tient du populisme. De faire croire qu'il y a une justice des vainqueurs, qui ne s'attaque à un camp. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. D'accord, il veut réagir, Arthur. Quand lui-même il reconnaît, c'est lui qui a dit qu'il y a deux camps qui se sont opposés, il y a un qui a gagné, il ne peut pas juger ces gens. Ça, je trouve que c'est atroce. Je trouve qu'on ne peut pas venir dire parce que j'ai gagné, ceux qui ont tué dans mon camp, allez, baladez-vous. C'est ça que vous voulez résumer? Mais c'est ce qu'il a dit. Laissez Arthur terminer. Il a dit que ce n'est pas ce qu'il a dit. Voilà, et ça, c'est... Landry, laissez-le terminer. Ça, c'est pas possible. C'est plus possible. Parce que le monde d'aujourd'hui ne peut plus tolérer ça. Et de toute façon, on a vu, il y a des gens qui ont gagné, qui sont cachés, mais qui ont été rattrapés par la justice. Et la justice, tant qu'elle sera perçue comme... Tété nous dit, le vainqueur peut faire ce qu'il veut. Non, il ne faut pas faire de caricature. Bon, alors, messieurs, Landry Couillon, vous voulez réagir tout à l'heure? C'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus qui est lancé. C'est vrai qu'on peut considérer que 10 ans, c'est un peu trop pour certaines personnes, catégories de personnes à qui il est reproché, il n'est même pas reproché, qui ont été convaincus de culpabilité pour certains crimes extrêmement graves selon notre code pénal, bien sûr. Mais puisque nous sommes dans un processus de dialogue politique, j'espère et je suis convaincu que solution sera donnée. On vient de l'entamer en réalité après une suspension ou une rupture de quelque temps. On vient de l'entamer, tout le monde y est invité. Les uns et les autres y apportent leurs intelligences. Et je suis certain que la bonne intelligence, la bonne compréhension aboutira
tout le monde et que, comme le souhaite le docteur, d'ici 2025, on n'aura donc pas à revenir sur ce débat-là parce qu'on a besoin de passer à autre chose, mais tout en tirant les leçons de ce qu'il ne faut plus jamais faire dans ce pays-là parce qu'on a besoin d'aller de l'avant dans une norme de société civilisée. Alors on va s'arrêter ici parce qu'on va faire référence après au procès de Nuremberg et tout ça. On ne va pas s'en sortir dans ces débats sur la justice des vainqueurs ou la justice des vaincus. Alors monsieur, dernier tour de table sur le discours, l'adresse à la nation du président de la République. Sentiment général, satisfaction, insatisfaction. Il y a des points que vous aurez souhaité qu'il soit présent dans son intervention. Oui, Sylvain Nguessan. La question de la transformation de l'économie, que le président Bédié a abordé d'ailleurs, va vraiment on y arrive tout à l'heure. Va vraiment droit au cœur. Vous savez, les plus optimistes, dans 8 ans, il n'y a plus de forêt en Côte d'Ivoire. Oui. Le cacao, c'est 10% du budget ivoirien, c'est près de 7 millions de personnes que ça occupe, c'est 40% des recettes d'exploitation. Jusque-là, on ne sait pas encore, on n'aborde pas la question du remplacement du cacao dans notre économie, la question de la transition économique. Donc, parler de transformation de notre économie, moi, ça me va droit au cœur. Mais encore une fois de plus, le système éducatif qui est censé susciter cette transformation, qui est censé faire acquérir à nos enfants, à nos jeunes frères, ces compétences techniques pour la transformation de l'économie, je ne le sens pas. Ce système éducatif-là. Même si le président de la République a dit que la méthode et le contenu de nos systèmes éducatifs ont évolué, bon, je ne sais pas, le retour l'a dicté, oui, les coefficients, oui, mais je ne vois pas en quoi ça a vraiment changé. On aura le temps de voir. Par retour, c'est régressé, c'est pas tant évolué. Bon, enfin, ça, c'est votre point de vue. Monsieur, oui. Mais toujours, au risque de me répéter, on va dire, quand vous parliez, avant de poser la question, j'ai fait un tableau synoptique avec d'une part bonus, malus, comme je l'ai dit. On a moins peur que l'année dernière. L'année dernière, à la même période, vous aviez plusieurs discours qui étaient attendus, et même en tant que chercheur scientifique qui travaille un peu sur l'influence des réseaux sociaux sur la vie et la participation politique, je vais faire les captures d'écran du discours du chef de l'État et de l'ancien Premier ministre Soro Guillaume. L'année surpassée. L'année surpassée, pardon. Merci. Donc, vous avez déjà cet espace médiatique, comme je l'ai dit tantôt, qui est disputé. Vous avez plusieurs discours. Hein. On voit que ce n'est plus seulement le discours du chef de l'État qui est attendu. Et puis, en même temps, le discours du chef de l'État est retransmis sur les réseaux sociaux, etc. Donc, la vie politique, en tout cas, elle est beaucoup plus pacifique, hein, pour ne pas utiliser le terme pacifié. Les législatives, tous les grands partis y ont participé. La situation militaire, le chef d'État en a parlé. On en avait peur l'année dernière. N'est-ce pas? Aujourd'hui, en tout cas, il y a plus de sécurité à nos frontières. Gageons que ça dure. Au niveau de l'infrastructure, quand vous voyagez, vous faites Abidjan-Bouaké, vous voyez un peu les travaux. À la sortie de Yamoussoukro, vous voyez un peu les travaux au niveau de Tiebissou et même à l'entrée de Bouaké. Il y a beaucoup de choses qui se passent. D'autre côté, on attend beaucoup aussi. On attend beaucoup pour un troisième mandat, n'est-ce pas? On attend beaucoup au niveau du social, au niveau des discutes entre les hommes politiques, du contenu, n'est-ce pas, du dialogue politique. Moi, je vous ai toujours dit qu'en matière de réconciliation, il faut un cadre, il faut une méthode et un contenu. La preuve, aujourd'hui, on a l'arrêt, et puis de l'autre côté, on va en parler tout à l'heure, on a l'épée de Damoclès, n'est-ce pas, des magistrats qui se fait ressentir. On a aussi cette question dont on ne parle plus. Je vous en avais parlé la dernière fois, peut-être effet d'annonce, de pub, etc., la dilapidation des deniers publics. La question de la malgouvernance. On nous parle d'un prix à décerner pour la bonne gouvernance, mais quid de ceux qui dilapident? Quid de ceux qui sont soupçonnés? On en discutait la dernière fois ici. On parlait d'audit, que ce n'est pas encore une action judiciaire. Mais on attend aussi le procureur de la République qui se prononce là-dessus, qui se saisisse là-dessus vis-à-vis de ceux qui détournent le peu de moyens que nous avons. On a aussi la question de la transformation de l'économie. Hein, notre économie a toujours, c'est un peu la même structure que l'économie coloniale. Hein. On prend le cacao, on prend l'anacarde, on le met dans les bateaux, puis il part. Il est transformé ailleurs, à l'étranger, etc. On attend autre chose. Et puis, peut-être, petit rayon d'espoir, on espère que cette manne pourra profiter à tout le monde. La question du champ pétrolier, n'est-ce pas, qui va entrer en production bientôt et qui, on l'espère, sera correctement redistribué. Très bien. Professeur Dion. Oui, alors, donc, on a vu que le discours du chef de l'État commence avec la question de la paix, il s'engage dans le dialogue, il fait le point de ce qui a été fait, et puis il nous dégage ses priorités. Bon, les priorités que j'ai retenues, il y en a peut-être deux. On a parlé de la transformation de l'économie. Je ne sais pas si en 2-3 ans, ça pourra se faire, mais c'est toujours bien déjà de démarrer. La deuxième des choses, c'est la bonne gouvernance. Je crois que le chef d'État a insisté sur la bonne gouvernance. Évidemment, il a lancé un élément important. Il parle d'une conscience nationale qu'il veut bâtir. Et pour lui, ça se fonde sur l'intégrité et la probité. C'est important. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est la bonne gouvernance. Quand il y a la bonne gouvernance, il y a de bonnes lois. Quand il y a la bonne gouvernance, chacun
est à sa place, chacun fait ce qu'il doit faire et chacun le fait bien. Parce qu'il y a une bonne loi, il y a de bonnes lois qui veillent et qui le surveillent. Quand le chef de l'État le dit, je pense qu'il faut que nous comprenions tous qu'il faut sortir de la logique, comme a dit tout à l'heure notre frère, de la prédation. Parce que dans un système où on prend l'argent qui ne nous appartient pas, où on s'enrichit illicitement, moi je comprends, hein, on est dans une société aujourd'hui où, qu'est-ce que la réussite? La réussite, on a une conception purement matérialiste. Celui qui a, c'est celui qui est. Vous allez à une réunion où, parfois même les aînés attendent, avant le début de la réunion, que le Benjamin arrive. Et parfois, c'est aberrant de voir que quand le Benjamin arrive avec sa grosse voiture, tous les aînés disent « Ah, le doyen est arrivé ». Regardez cette aberration. Juste parce qu'on a une conception matérialiste des choses. Quand on est dans ça, les enfants qui vont à l'école, ils comprennent que le plus important, c'est de se faire beaucoup d'argent pour être respecté socialement. À partir de ce moment-là, tout est déstructuré. Donc, il faut revenir au principe de la bonne gouvernance. Et je crois qu'avec les enseignants qui sont ici, les Grecs nous ont enseigné que la bonne gouvernance a deux sœurs, la paix et la justice. La dernière chose, c'est l'optimisme du chef de l'État. Je crois qu'il y a un mot qui est sorti à la fin de son discours. Il a parlé d'optimisme. Ça m'a beaucoup touché, marqué, parce que je rattache l'optimisme à un mot qui est ivoirien, j'ose le dire, l'espérance. Salut aux terres d'espérance. Il faut que nous espérions. Mais espérer en notre pays, c'est faire en sorte ensemble que nous ayons le pays que nous voulons. Vous voyez, il a fait un discours le 6 août, il me semble, hein, où il a dit une phrase mais qui est parfois passée inaperçue, mais extraordinaire. La Côte d'Ivoire a toutes les capacités de faire face à tous les défis. Je crois que en gros, c'est ce que le chef de l'État avait dit. Et ça m'a donné l'espoir. Si nous avons les capacités de faire face à tous les défis, qu'est-ce qui nous manque? Ce qui nous manque, c'est que nous puissions nous asseoir pour définir les conditions pour que ce pays démarre. Il demande que nous soyons optimistes, nous le sommes. Il demande que nous lui fassions confiance. Faites-moi confiance, c'est encore revenu. Mais nous lui faisons confiance. Et je termine sur le fait que la différence entre l'optimiste et le pessimiste, c'est quoi? L'optimiste, il trouve des opportunités dans les difficultés, mais le pessimiste, il ne voit que toujours les difficultés, même dans les opportunités. C'est cela. Oui, Landry? Landry Couillon, allez-y. Tout à fait. Je suis de ce discours satisfait. Satisfait parce qu'en réalité, je vois un homme optimiste. Vous savez, le monde dans lequel on est, le monde se construit par optimistes. Ce sont les optimistes qui construisent ce monde-là, pas les pessimistes, pas ceux qui sont constamment en train de rechercher ce qui ne va pas ou ce qui ne pourrait pas y aller. Mais ceux qui, comme disait le professeur, qui même dans la difficulté se disent on peut faire mieux, on doit faire mieux. Et la Côte d'Ivoire est un grand pays qui a la capacité de faire mieux parce qu'en termes de ressources humaines, en termes de ressources naturelles, on a la capacité d'aller, la capacité de réussir là où les uns et les autres ont l'impression qu'on n'est pas capable de le faire. C'est une question de fierté nationale. C'est une question d'orgueil national, parce que je vais utiliser ce terme-là. La Côte d'Ivoire est un grand pays, les Ivoiriens constituent un grand peuple. Lorsque vous avez un président de la République qui, malgré tout, vous propose, il vous fait une offre d'optimisme avec des axes, peut-être sont-ils pas complets, peut-être qu'on peut les améliorer, mais ils sont réalistes. En réalité, de quoi s'agit-il? Il n'a pas rejeté du revers de la main la question de la bonne gouvernance, bien au contraire, il a insisté. D'ailleurs, il a pris l'initiative pratiquement tout seul, parce que je n'ai pas vu de pression qu'il aurait contraint Ouattara à poursuivre les uns et les autres. Il a pris ses responsabilités. J'aime à le dire, AO est redevenu ado. Parce qu'on avait perdu ce type-là. On avait perdu ce personnage-là. On avait l'impression qu'avec lui, on était capable aujourd'hui de faire tout et n'importe quoi. Mais si c'est un début, n'est-ce pas, ça doit pouvoir nous encourager pour dire que désormais, en Côte d'Ivoire, la prédation, ça ne doit plus exister. Il faut le prendre au mot. Comme en droit, on le dit, tes propos te lient. Aujourd'hui, le président de la République s'est auto-lié. Nous allons le lier davantage par rapport à ses engagements. Quand il dit « faites-moi confiance » sur ce sur quoi il a porté son discours, alors là, en tant que citoyen, en tant qu'analyste, en tant qu'intellectuel, nous devons pouvoir le lier par rapport à ça et veiller à ce que ce qui a été dit par lui soit des choses sur lesquelles nous allons pouvoir le juger au quotidien. C'est important pour la Côte d'Ivoire. Oui. Moi, je suis content qu'il ait mis vraiment l'accent sur la lutte contre la corruption et qu'il a même engagé avec l'opération Main Propre. Ça n'a l'air de rien, mais c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, la perte des valeurs est liée à ça, hein, en grande partie. On cherche l'argent par tous les moyens, et le broutage, tout ça.
Et donc, quand il engage comme ça l'opération main propre, ça veut dire qu'il veut construire Côte d'Ivoire des valeurs. Et ça, il faut l'encourager. Parce que tout va partir de là. Hein. Et ça, ce sera très fondateur. Moi je pense que ça, c'est un aspect qu'il faut retenir de son discours. Et c'est la lutte contre la corruption. Il veut même instituer un prix pour la bonne gouvernance. Je crois qu'il est dans sa logique de construire l'Ivoire à un niveau, comme je l'ai dit tantôt, et construire aussi, à côté des infrastructures, la superstructure, pour que l'Ivoirien soit désormais un Ivoirien vraiment qui soit conquérant, qui ne se trouve pas de pesanteur, qui veut construire son pays. Et je crois que, comme je l'ai dit, la lutte contre la corruption, je crois que c'est un vecteur qu'il faut vraiment approfondir, parce que tout part de là, hein, toutes les valeurs sont tombées en décrépitude, parce qu'on cherchait tous l'argent par n'importe quel moyen, on faisait des sacrifices humains, tout ça, mais tout allait à volo. Tout allait à volo. Donc je crois que c'est un aspect sur lequel il faut vraiment mettre le curseur, c'est un aspect qu'il faut vraiment approfondir pour que la Côte d'Ivoire de demain soit une Côte d'Ivoire rayonnante, qui soit plus humaine et qui soit plus conquérante. Ouais, je crois que tout doit partir de là. Vivement. Arthur Banga, on termine avec vous. Oui. Vous avez 1 minute. Non. Ah oui, vous avez 1 minute. Hein. Allez-y, avant de marquer une petite pause. Je reviendrai à vous, docteur. D'abord, bon, tout a été dit, hein, mais je vais revenir sur un ou deux On n'a pas aspects. été dit. Le premier aspect qui est important, c'est l'aspect de la sécurité. Je pense que le président de la République a rassuré. Et en tant qu'Ivoirien, je suis très fier de la façon dont la Côte d'Ivoire gère la question de la sécurité, gère la question du terrorisme, met en confiance ses hommes et essaie de créer ce lien entre l'armée et la nation qui est nécessaire pour faire front face au terrorisme. Globalement, un discours qui m'a satisfait, je le dis, même si en termes de rhétorique, on n'a pas eu des petites phrases comme la Côte d'Ivoire va étonner le monde, comme l'agence Circule qui ne travaille pas, qui faisait qu'on retenait les discours du président de la République. Mais en termes de président de la République, je pense que depuis août 2018, on a vraiment vu un président de la République qui s'est vraiment mis au-dessus de la mêlée, qui a rassemblé autour de lui et qui, je le dis, hein, je suis tout à fait d'accord avec Landry, qui a analysé sa décennie avec lucidité, qui a compris ses forces, qui a compris ses faiblesses. Et ces faiblesses, pour parler comme Churchill, il les a transformées en opportunités dans sa vision. D'ailleurs, en termes d'optimisme, je vous conseille de beaucoup lire Churchill. C'est quelqu'un qui ramène beaucoup d'optimisme. Merci pour le topo. Non, je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous tout de suite. Docteur Sylvain Guessant, c'est vous qui avez la parole. Allez-y. 3 priorités. La troisième priorité, on n'en a pas parlé. Laquelle? L'emploi des femmes et des jeunes. C'est cela. Par 2 piliers. La promotion des champions nationaux. Vous savez que ça me tient parfaitement. Absolument. C'est sur ça que moi, je vais l'évaluer en 2025. La promotion des champions nationaux. Comment on fait? On attend. J'attends de voir comment cela sera opérationnalisé. Et deuxième pilier, un fonds de soutien aux FAFSI afin que les femmes puissent assurer leur autonomie financière. En tout cas, ces 2 piliers-là, on va voir comment ça va se traduire de manière opérationnelle, mais vraiment, je fonde beaucoup d'espoir sur les champions nationaux. Docteur, en réalité, l'enjeu, ce que je voulais dire, c'est quoi? En 30 secondes, allez-y. L'enjeu, c'est que ça ne sert à rien d'avoir une économie transformée. Un pays qui a des résultats extraordinaires avec une économie qui est tenue par des multinationales. C'est pourquoi il précise qu'il faut forger des champions nationaux, que la transformation soit locale. Parce que l'intérêt, c'est ça. L'enjeu, c'est que la Côte d'Ivoire aille à la conquête d'elle-même. Vous dites la même chose, sauf que lui dit qu'il attend le maçon au pied du mur. C'est tout ce qu'il dit. Messieurs, je vous propose, Landry Couillot, c'est moi qui ai la parole. Je reviendrai à vous, ne vous inquiétez pas, Eddy Guipier. On va marquer une petite pause et on reprend le débat juste après. Plateau de NCI 360, dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué, évidemment, nous avons décrypté avec nos spécialistes le discours à la nation du président de la République. Plusieurs questions ont été évoquées, la question de la paix sociale, évidemment la décentralisation, les infrastructures, et certains de nos débatteurs ce soir voudraient revenir rapidement sur la question de la promotion des champions nationaux. Landry Couillot. Je voudrais dire, et je vais permettre à Dr Guipi et à Dr Banga de compléter. Voilà, on est d'accord là-dessus. Il faut permettre aux Ivoiriens d'aller à la conquête de leur propre pays. Il y a des secteurs d'activité fondamentaux, névralgiques, où ils n'y sont pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas y être, parce que les conditions ne leur permettent pas. Le président de la République prend un engagement fort. C'est de pouvoir construire ou aider à la construction de champions nationaux et à la transformation locale. Ça ne sert strictement à rien d'avoir une économie qui est super puissante et qui serait détenue par des multinationales. Le sentiment de justice sociale n'existerait pas. Mais là, il faut des actions concrètes. Il ne s'agit pas donc de pouvoir redistribuer de l'argent à ses petits amis, à ses petits copains, mais avoir un système transparent.
éclairées, où les véritables personnes compétentes, qui méritent réellement d'être soutenues, parce qu'elles ont commencé quelque chose, puissent être soutenues dans ce sens-là. Et ce, non pas simplement qu'à Abidjan, mais partout sur tout le territoire national, parce que Ouattara dit ceci, il faut qu'il y ait des capitales régionales. Cela veut dire qu'il faut que dans ces différents grands centres-là, ces grandes villes-là, il y ait une émergence d'une économie. Docteur Atu Banga. Oui, bon, c'est une belle transition, hein, docteur Banga, allez-y. Finalement, je pense que Landry Couillot caresse le rêve de se retrouver à ma place. Je commence à m'inquiéter. Arthur, allez-y. Je veux dire, moi, c'est un mot qui me gêne, franchement, quand on parle de promotion des championnats nationaux. Moi, franchement, ça me gêne, parce que je ne veux pas voir en championnats nationaux des amis de régime, des amis de pouvoir, etc. Pour moi, l'essentiel, c'est d'assainir, de mettre des lois et des mécanismes qui vont permettre aux Ivoiriens, à tous les Ivoiriens de se faire. Et ça, on n'a pas besoin d'être champion, on a juste besoin d'être national. Donc, il faut arrêter avec les champions nationaux. Il faut dire, par exemple, les entreprises qui vont commencer, on va vous défiscaliser, on va vous accompagner. Les startups, voilà qu'on va vous accompagner. Voilà, il faut généraliser. Mais quand on utilise le mot champion national, moi, j'ai très peur. Parce que ce qu'on voit comme champions nationaux en Afrique, c'est des postes à président qui ont des marchés sans passer par le normal, etc. Et deuxième chose qui m'inquiète aussi dans ce recours à l'hypernationalisme, c'est que pour moi, c'est contraire à notre rôle de Côte d'Ivoire qui est de leader en Afrique de l'Ouest. Il faut aussi qu'on trouve le bon équilibre entre protéger, accompagner nos nationaux, sans entrer dans un protectionnisme qui serait contraire à l'intégration africaine ou ouest-africaine qu'on trouve. Pour moi, la meilleure façon, c'est d'accompagner, de préparer nos entreprises, nos startups, surtout ces startups. Et je salue tous mes amis de Saver qui sont des startups assez intéressantes, les accompagner, aller à la conquête des marchés internationaux, mais aussi avoir le part dans le marché national. Ça commence déjà ici. Voilà, bien sûr. Avant d'aller à l'international. En se disant que notre marché national aussi, il est en concurrence. C'est pas parce que vous êtes ivoirien que vous avez un avantage sur le marché ivoirien. Il faut s'apprêter Faut que la préférence nationale soit basée sur la compétence. Le thème préférence nationale me gêne même d'ailleurs. On va pas dire. D'accord, c'est votre point de vue. On ne va pas refaire le débat là-dessus. Alors, oui, docteur Sylvain Guessin, allez-y. Le promoteur de l'idée sur Allez-y, rapidement. Bon, d'accord. En concurrence, en intelligence économique, il y a deux facteurs. D'abord, votre expérience en termes de compétences techniques et votre capital financier. Vous ne vous levez pas du jour au lendemain pour concurrencer une multinationale si vous n'avez pas été aidé à l'interne d'une façon ou d'une autre pour acquérir un certain capital. Si vous n'avez pas été aidé sur le long terme à vous frotter à ces multinationales en termes d'expérience professionnelle, vous ne pourrez pas. Donc, tôt ou tard, on sera obligé, si on ne veut pas avoir une économie purement extravertie, comme le dit Landry, on sera obligé de soutenir des gens au plan national. Ça peut être fait sur des bases régionalistes, ça peut être fait sur des bases idéologiques, mais il faut choisir au moins des... Oui, de toute façon, cette émission est force de propositions. Sur 10 points, au moins 10 secteurs d'activité, qui sont et notées. les aider. Pourquoi ne pas donner tous ceux les fonctionnaires, les matricules, les inscrits à NCA Bank? Non, pourquoi NCA Bank? Enfin, d'accord. Mais si on ne fera pas de pub sur ce plateau, Eddy Guipier, allez-y. Oui, bon, en fait, cette question, elle fait un peu peur lorsqu'on a un régime qui est libéral, justement, qui doit ouvrir les règles de la concurrence. Pardon? Dans les de la bouche. Ah oui, non, je parle d'abord du régime en particulier, puisque c'est eux qui ont l'initiative. Les libéraux, justement, c'est de renforcer, comme Arthur l'a dit, les règles de la concurrence, etc. Mais vous voyez que dans les grands pays que les Africains aiment apprécier la plupart du temps, des pays qui sont eux-mêmes libéraux, il y a des capitaines d'industrie, il y a des champions nationaux comme le Japon, la Corée, vous connaissez tous les grands groupes, nous en sommes familiers, nous avons leurs produits ici. Renforcer peut-être le rôle du CPC, le guichet unique, n'est-ce pas, pour la création rapide d'entreprises, les start-up, défiscaliser la première ou la deuxième année, faire en sorte que, justement, il n'y ait pas cette pression ou ce harcèlement fiscal. Et puis, j'ai toujours rêvé, en droit public, on parle de deux types de services publics. On parle du service public administratif, à caractère administratif, et le service public à intérêt industriel et commercial. J'ai toujours rêvé d'un service public à intérêt stratégique et commercial. Pour faire en sorte que, peut-être par la loi, d'aucuns pourraient être d'accord ou ne pas être d'accord, certains secteurs stratégiques voient une participation intéressée, quantifiée, nécessaire et systématique des Ivoiriens. Par exemple, les secteurs de l'eau, de l'électricité, de l'énergie en particulier. On a le pétrole qui arrive. Il faut qu'on ait des parts importantes pour que les Ivoiriens puissent, on va dire, par ce biais-là, contrôler leur économie, on va dire, investir en Côte d'Ivoire au lieu de comment dirais-je, rapatrier leurs capitaux, n'est-ce pas, leurs fonds, et puis créer une classe de vrais chefs d'entreprise qui ne soient pas
à la périphérie du pouvoir pour pouvoir, on va dire, élever cette nation économiquement. Monsieur, ce soir, on a largement passé au peigne fin l'adresse du président de la République, l'adresse à la nation.